Février 1979. On reste aux États-Unis pour continuer notre plongée dans l'actualité de l'arcade, toujours avec le magazine Playmeter. Oui, et il y a une phrase ce mois-ci qui résume vraiment, vraiment bien l'ambiance, je trouve. Ah oui, laquelle? Alors attends. Chaque numéro du magazine reflète l'état d'esprit des exploitants, entre enthousiasme pour les nouveautés et inquiétude face aux coûts, à la concurrence et à la transformation du secteur. Ah ouais, c'est exactement ça. On sent bien ce mélange. Cette tension, oui. L'excitation pour les nouveaux jeux, les nouvelles technos, mais aussi l'anxiété face à tout ce qui change, quoi, les prix, la concurrence. C'est ça. Bon, alors aujourd'hui, on va creuser justement cette période un peu charnière. Les défis des exploitants au quotidien, le grand saut technologique vers le solid state. Avec ses promesses et ses problèmes, oui. Exactement. Et puis les jeux qui sortent, les figures importantes de l'industrie, sans oublier les questions légales et même un petit tour à l'international, au Japon notamment. Tout ça en décortiquant le Playmaker de février 79. Un sacré programme. Une période bouillonnante, tu l'as dit. Allez, on y va. Allons-y. Commençons par le terrain, le monde des exploitants. Il y a un article assez marquant de Thomas J. Poplar qui dit qu'en gros, il y a une fracture qui se crée dans la profession. Oui, c'est un point super important qui soulève là. Poplar, il décrit une séparation de plus en plus nette entre, disons, les exploitants traditionnels, les route operators. Ceux qui mettent une machine par-ci, par-là, dans les bars, les laveries. Voilà. Et puis, une nouvelle vague d'exploitants. Ceux qui montent des énormes salles d'arcade, souvent dans les grands centres commerciaux flambant neufs, les Regional Mall Arcade Operators. Et ce sont deux mondes différents selon lui. Complètement. Deux réalités. Et Poplar, il n'est pas tendre, hein. Il reproche aux magazines spécialisés, y compris Playmeter d'ailleurs. Ah oui. Quoi donc? De rester un peu bloqué sur l'ancien modèle. De trop parler des partages de recettes classiques, le 60-40, le 70-30, ou des jeux à 25 cents. Pour lui, ça rate complètement les vrais problèmes des exploitants des centres commerciaux. Et c'est quoi leur problème spécifique alors? C'est pas du tout les mêmes batailles. Eux, ils doivent négocier des baux commerciaux hors de prix, penser à l'agencement, au design des salles qui coûtent une fortune, il y a les règles de zonage, la gestion d'équipes plus importante. Le contrôle des caisses aussi, j'imagine, avec tout ce liquide. Surtout avec les nouvelles machines qui rendent la monnaie sur les billets, là, c'est crucial. Et puis, l'analyse fine des coûts, la rentabilité, c'est un autre métier, quoi. Il va même jusqu'à dire que ces nouveaux acteurs, tellement ils ont besoin de machines neuves pour remplir leurs salles immenses, ils créent une demande artificielle qui fait monter les prix pour tout le secteur. C'est son argument choc, oui. Il dit qu'ils ont créé un marché de vendeurs où les fabricants peuvent dicter leurs prix. C'est une critique assez virulente. Et il propose quoi alors pour les aider? Manager de salle, comment on sécurise l'argent liquide, comment on s'assure que les employés sont honnêtes, comment on calcule les bons ratios pour être rentable. Des questions très concrètes. Cette question de la rentabilité, c'est vraiment le nerf de la guerre. D'ailleurs, il y a un autre article là de Charles Serros qui parle d'amortissement des machines. Ça a l'air technique, mais c'est de l'argent, hein. Ah oui, c'est crucial. Ross explique un truc essentiel. Les jeux d'arcade, ça perd de la valeur à une vitesse folle. L'obsolescence est énorme. C'est vite démodé, quoi. Exactement. Donc il dit, plutôt que d'amortir la machine de façon linéaire, c'est-à-dire déduire la même somme chaque année pendant, disons, 5 ans, il vaut mieux utiliser des méthodes accélérées, C'est-à-dire? déduire plus au début. C'est ça, l'idée c'est de déduire une plus grosse partie de la valeur les premières années, quand la machine rapporte le plus. Ça diminue ton bénéfice imposable au début. Donc moins d'impôts à payer tout de suite. Voilà. L'impôt, il n'est pas effacé, attention, il est juste reporté. Mais l'argent que tu ne donnes pas au fisc maintenant, tu peux l'utiliser, tu peux le réinvestir, le faire travailler. C'est comme si l'État te faisait un prêt à taux zéro, en quelque sorte. Malin. Hmm. Et Ross recommande la méthode dite dégressive, qui permet de maximiser cet avantage de trésorerie au début. C'est vraiment du conseil financier pointu pour les exploitants. Ça montre bien que le secteur se professionnalise, qu'il faut être bon gestionnaire. D'ailleurs, Playmeter annonce un séminaire organisé par l'AMOA, l'Asso des exploitants. Oui, à l'Université de Notre-Dame, carrément. Spécialement sur ces stratégies financières, la gestion des coûts. Avec des profs d'université comme intervenants. Et le magazine donne même des petits conseils pratiques. Oui, genre choisir le bon compte chèque qui rapporte des internets. Ou même une astuce un peu, limite, le postal float. Le postal float, c'est quoi ça? L'idée, c'est de payer tes fournisseurs avec des chèques tilés sur des banques situées très loin. Le temps que le chèque voyage et soit encaissé, tu gagnes quelques jours d'intérêt sur la somme. Ah ouais, système D.
Mais bon, les exploitants, ils jonglent pas qu'avec les finances. Il y a aussi la pression légale, non? Tout à fait. Et ça chauffe un peu sur ce front. L'ASCAP, qui gère les droits d'auteurs musicaux. L'équivalent de notre SACEM. La BMI, un autre organisme similaire, menace de faire pareil. Faut pas rigoler avec ça, donc. Clairement pas. Le magazine rappelle qu'un opérateur de New York a déjà dû payer une amende à 4 chiffres, donc une somme conséquente, dans une affaire précédente. Le message est clair, renouvelez vos licences 1979 auprès du Copyright Office. Et il n'y a pas que les droits d'auteur, il y a aussi les taxes locales qui menacent d'augmenter. Oui, en Virginie par exemple, ça discute ferme de nouvelles lois qui autoriseraient les municipalités à taxer non seulement la licence d'exploitation annuelle, mais aussi directement le chiffre d'affaires brut des machines. Aïe. L'association locale, l'AMOV, doit être sur les dents. On imagine, oui. Donc tu vois, si tu additionnes tout ça, la concurrence qui change, la complexité financière qui augmente, les pressions légales, les menaces fiscales, ah ben, le métier d'exploitant devient de plus en plus tendu. Et c'est dans ce contexte qu'arrive la grande révolution technique. Le fameux solid state, l'électronique qui remplace l'électromécanique dans les flippers. Et ça ne se fait pas sans douleur, apparemment. Michael Stroll, le président de Williams, le reconnaît dans une grande interview. Oui, Stroll est très lucide là-dessus. Il dit oui, on sait, les exploitants se plaignent. Ils râlent sur la fiabilité des premiers flippers électroniques. Ça tombe souvent en panne, c'est compliqué à réparer. Et c'est quoi son explication? Pour lui, le fond du problème, c'est surtout que les techniciens des exploitants ne sont pas encore formés à cette nouvelle technologie. Ils n'ont pas les outils, pas les connaissances pour dépanner une carte électronique. Du coup, ils dépendent à 100% des distributeurs pour les réparations. Mais il pense quand même que l'électronique en soi, c'est plus fiable, hein? Il en est persuadé. Il dit que le solid state est intrinsèquement plus fiable que l'électromécanique. Il pense que 1979 sera l'année où ça va s'améliorer, où l'industrie va prendre le coup de main. Faut dire que Williams, ils ont commencé à produire en solid state seulement en décembre 77, c'est tout récent, hein. Donc il mise sur la montée en compétence de tout le monde. Voilà. Et il insiste sur le rôle essentiel des distributeurs. D'ailleurs, Williams met en place une nouvelle politique de garantie. Ils vont payer les distributeurs pour les réparations faites sous garantie et leur fournir un stock de cartes électroniques de rechange pour que ça aille plus vite. C'est intéressant, cette question de la réparation du solid state. Il y a même une petite controverse technique dans le magazine, non? Une sorte de clash entre experts. Oui, c'est assez révélateur. Ça concerne les jet bumpers, tu sais, les champions qui renvoient la bille avec force. Un certain Zach Oliver avait publié une astuce dans un numéro précédent, une sorte de bidouille pour augmenter leur puissance en modifiant le bobinage. Une modif de terrain, quoi. Exactement. Et là, Robert Prinzing, un ingénieur de chez Williams, répond dans ce numéro en disant attention, ne faites surtout pas ça. C'est dangereux, ça peut griller des composants, endommager la machine. Williams propose sa propre solution officielle, mais plus compliquée à mettre en œuvre. C'est typique de cette période de transition, j'imagine. Complètement. La tension entre les vieilles habitudes de dépannage système D de l'électromécanique et la rigueur, la complexité de cette nouvelle électronique que les fabricants veulent contrôler de près, notamment à cause des garanties. Stroll répond aussi à une question que beaucoup devaient se poser. Pourquoi les flippers solid state sont si chers? On espérait une baisse des prix avec l'électronique, comme pour les calculettes. Oui, c'était l'espoir, mais non. Et l'explication de Stroll est assez logique en fait. Il dit attention, l'électronique, les cartes, les composants, ça ne représente qu'environ 30% du coût total d'un flipper. Ah oui, seulement. Oui. Tout le reste, c'est le bois de la caisse, le verre, de la glace, le métal, les pièces sur le plateau de jeu, les rampes, les cibles, etc. Et surtout, il y a un poste qui a explosé, les afficheurs de score électroniques. Ils parlent de plus 40% d'augmentation en un an. Ah oui, quand même. Donc selon lui, même si on était resté en électromécanique, avec l'augmentation des coûts des matériaux, les flippers seraient arrivés à ce niveau de prix de toute façon. D'une certaine manière, le passage au solid state aurait permis de contenir la hausse en stabilisant le coût de la partie cerveau de la machine. C'est une perspective intéressante. Mais bon, au-delà des coûts et des pannes, le solid state, ça apporte quand même des avantages, des nouveautés excitantes. Ah mais carrément. C'est là toute la promesse. Stroll en parle beaucoup. D'abord, la mémoire. Ça permet des règles de jeu beaucoup plus complexes, des objectifs variés, un suivi des scores hyper détaillé. Plus de stratégie pour le joueur.
Exactement. Ensuite, les sons. C'est une révolution. Williams utilise un double système. Ils gardent les sons mécaniques classiques du flipper, les cloches, les knockers, mais ils ajoutent par-dessus des sons électroniques entièrement nouveaux. Stroll parle de gargouillis et rote électronique. Charmant. Il rêve même d'un flipper parlant, mais il avoue que le coût des puces de synthèse vocale est encore trop élevé à ce moment-là. Et pour l'exploitant, il y a des avantages concrets? Oui, l'électronique permet l'autodiagnostic. La machine peut aider à dire ce qui ne va pas. Et surtout, la comptabilité est bien meilleure. Il donne l'exemple du flipper flash de Williams qui peut calculer le temps moyen de jeu par bille. Ah, ça c'est précieux pour régler la difficulté. C'est capital. Savoir si les joueurs jouent trop longtemps ou pas assez, ça permet d'ajuster la difficulté et donc d'optimiser la rentabilité. Stroll parle aussi d'un projet pour que les machines gardent les scores en mémoire, même en cas de coupure de courant. Fini les scores perdus. C'est un vrai bond en avant quand même. Et pour ceux qui ont encore des vieux jeux vidéo, les noirs et blancs, il y a un article de Thomas Hort qui propose une solution de modernisation assez créative. Oui, c'est excellent ça. L'idée est super simple, très système D. Prendre des vieux jeux vidéo en noir et blanc comme TV Basketball, Pro Hockey, Clean Sweep, suggère de coller directement sur l'écran des morceaux de ruban adhésif transparent de couleur ou des feuilles d'acétate colorées, genre celles pour être au projecteur. Pour simuler de la couleur. C'est ça, mettre du bleu sur le ciel, du vert sur l'herbe. Une astuce de bricoleur pour essayer de les rendre un peu plus attractifs face aux nouveaux jeux vidéo qui arrivent en couleur. Ça, c'est touchant, je trouve. Ça montre qu'il fallait être ingénieux. Parlons justement des jeux, des nouveautés. Février 79, il y a des trucs assez fous qui sont annoncés ou qui sortent. Ah oui, le plus dingue, c'est Atari qui annonce Hercule, un flipper géant. Géant comment? Mais géant. Le fronton fait plus de 2 mètres de haut, 6 pieds 11 pouces. La surface de jeu est énorme, près de 1,7 mètres carrés, 18 pieds carrés. Et le truc le plus fou, il se joue avec une bille de la taille d'une boule de billard. Non, c'est énorme. Ça doit faire un bruit d'enfer. On imagine le monstre, complètement démesuré. C'est vraiment un coup marketing d'Atari. Incroyable. Chez Williams, c'est plus raisonnable, mais il y a du nouveau aussi. Oui, ils sortent Pokerino, c'est leur deuxième flipper white body, c'est-à-dire avec une caisse plus large que le standard. Apparemment, il est très réussi, beaucoup d'action. Roger Sharp, le critique de Playmaker, qui fait la pluie et le beau temps, Le fameux Sharp. lui-même, eh bien, il lui donne sa note maximale, 4 dièses, hashtag, ce qui est rare, hein. Donc un bon cru pour Williams. Et les autres grands noms? Gottlieb, Bally, Stern. Alors, Gottlieb sort Solar Ride, un 4 joueurs, solid state, le thème est un peu, spécial, une femme bionique qui fait du cheval dans l'espace. Original. Bally joue sur l'actualité et la technologie avec Supersonic, basé sur l'avion Concorde, et ils promettent 7 nouvelles tonalités sonores. Stern, eux, sortent Dracula, un solid state avec un thème classique d'horreur, qui a une particularité, un petit flipper supplémentaire en haut du plateau. Ah oui, le mini flipper, ça se faisait pas mal. Et il a une cible tournante et des sons ajustables par l'exploitant. Mais tout n'est pas génial, j'imagine. Il y a des ratés. Sharp n'est pas tendre avec un autre jeu qui s'appelle aussi Hercule, rien à voir avec celui d'Atari, qui est une machine électromécanique importée par Universal. Lui, il prend juste un dièse, la note minimale, et une machine espagnole Keops d'Inder est décrite comme une copie carbone d'un succès de Gottlieb, Cléopâtre. 2 dièses seulement. Ça montre qu'il y a de tout, quoi. Et en dehors des flippers? On voit que le marché des jeux de comptoir, les countertop games, se développe. Il y a un jeu de hasard électronique Shoes et un blackjack pour 2 joueurs fait par Forbes. C'est plus petit, ça prend moins de place. Et les flippers cocktail? C'est table basse avec un jeu dedans. Stroll, chez Williams, dit qu'il voit un marché, oui. Mais Williams cherche une approche un peu différente, on ne sait pas trop quoi encore. Ah, et un détail technique important pour les exploitants Tichen. L'arrivée d'un nouveau monnayer qui accepte soit 50 cents, soit 60 cents par partie et qui est facilement convertible de l'un à l'autre. C'est pratique pour ajuster les prix. Côté personnalité, il se passe un truc assez fou chez Stern Electronics, non? La réunion de 2 géants, 2 légendes du flipper. Ah oui, c'est énorme. C'est annoncé dans ce numéro Harry Williams. Le fondateur de Williams, l'inventeur du tilt. Exactement, le pionnier absolu.
et Sam Stern. L'ancien président de Williams qui a ensuite cofondé Stern Electronics, l'homme derrière les cibles tombantes, les longs flippers de 3 pouces. Ces deux monstres sacrés qui ont façonné l'âge d'or du flipper électromécanique chez Williams dans les années 40, 50, 60, eh bien, ils se retrouvent chez Stern Electronics, la boîte de Sam Stern, pour concevoir de nouveaux jeux. C'est incroyable, hein, des vétérans comme ça qui se remettent à la planche à dessin. C'est un coup de pub génial pour Stern, et c'est un symbole fort. Ça montre que même les pères fondateurs croient au potentiel du solid state et sont prêts à s'y mettre. Apparemment, ils sont très enthousiastes. Ça a dû faire du bruit dans le milieu. L'interview de Michael Stroll chez Williams, elle nous apprend aussi des choses sur sa vision, sa stratégie. Oui, il explique notamment pourquoi Williams ne sort pas des dizaines de nouveaux modèles chaque année. On pourrait penser que la nouveauté à tout prix, c'est la clé. Bah oui, pour attirer les joueurs. Les Stroll dit non. Il faut limiter le nombre de modèles par an. Pourquoi ? Pour protéger la valeur des machines qui sont déjà sur le terrain chez les exploitants. Si tu inondes le marché de nouveautés, les anciens jeux perdent leur valeur trop vite. Et l'exploitant qui a investi dedans est perdant. C'est une vision qui protège ses clients, en quelque sorte. C'est ça. Protéger le marché, la valeur de revente. C'est assez malin comme stratégie à long terme. Mais malgré tous ces efforts, l'image du flipper, elle, reste un problème. Roger Sharp, encore lui, tire la sonnette d'alarme à propos d'un film qui va sortir. Oui, le film Tilt, avec une actrice alors toute jeune et déjà star, Brooke Shields. Et qu'est-ce qui l'inquiète ? Le scénario. Le film raconte l'histoire d'une jeune prodige du flipper qui plaque tout pour devenir une sorte d'arnaqueuse professionnelle, utilisant son talent pour plumer les gens sur les machines. Ah oui, pas terrible pour l'image. C'est exactement ce que dit Sharp. Il a peur que ça ravive tous les vieux clichés paintball. Le flipper associé au jeu d'argent, à la petite délinquance, même à la drogue et au sexe dans le film apparemment. Il craint que ça ne ruine des années d'efforts de l'industrie pour faire légaliser le flipper partout et lui donner une image plus respectable, plus familiale. Il appelle à une réaction de l'industrie. Oui, mais il n'a pas l'air très optimiste sur la capacité de l'industrie à réagir efficacement. C'est un vrai cri d'alarme. Ça montre que même avec la technologie qui avance, les affaires qui tournent, cette bataille pour l'image, elle est loin d'être gagnée. Exactement. C'est un combat permanent. Mais bon, heureusement, il y a des choses plus légères aussi. La compétition sur les jeux d'arcade, par exemple, ça marche fort. Ah oui. Oui, on apprend que Jessie Doughty vient de défendre avec succès son titre de champion national des hockey. Pas mal. Et il y a eu un tournoi de billard aussi, non ? Un truc énorme. Carrément énorme. À la Nouvelle-Orléans. Organisé par un distributeur local, AMA Distributors, sur des tables de billard à pièces. Ils ont eu, attention, près de 4500 participants. 4500 ? C'est gigantesque. Ça donne une idée de la popularité du billard dans les lieux publics aux États-Unis à cette époque. C'était un gros événement avec une super ambiance des gagnants venus de partout. Et ils envisagent même de créer une division féminine pour l'année suivante. Et le baby-foot aussi ? Ça bouge ? Oui, le Tournament Soccer, comme ils appellent ça. Des tournois sont annoncés à Omaha, Saint-Louis, Cincinnati. La scène compétitive amateur est vraiment très vivante sur tous ces jeux. Bon, pour finir notre tour d'horizon, faisons un petit crochet par l'international. Playmater revient sur le JAA Show, le grand salon japonais de l'amusement. Il s'est tenu à Tokyo quelques mois avant, en octobre 78. Oui, et le moins qu'on puisse dire, c'est que les visiteurs étrangers qui sont allés sont revenus impressionnés. À ce point ? L'article cite un distributeur français, Henri Manst, qui résume le sentiment général par une phrase assez directe « Le Japon est un monstre ». Carrément. Qu'est-ce qui les a bluffés comme ça ? Plusieurs choses. D'abord, une vague de jeux électroniques, surtout vidéo, jugés très en avance technologiquement. Ensuite, la popularité écrasante là-bas des jeux vidéo en format table cocktail. C'est vraiment adapté au marché japonais, les cafés, les petits espaces. Et la qualité était au rendez-vous. Apparemment, oui. Une qualité de fabrication, une variété dans les concepts qui ont vraiment marqué les esprits. Même les petits manèges pour enfants étaient plus sophistiqués qu'avant. Du coup, les Américains et les Européens présents, ils ont senti la concurrence monter ? C'est clair. Les représentants d'Exidi, de Taito America, de Sovoda, de C.A. Robinson, ils sont tous d'accord. Le niveau technique des Japonais rivalise maintenant sans problème avec les États-Unis. Le salon de Tokyo est devenu aussi important que les salons américains. Une nouvelle puissance émerge. Exactement. D'ailleurs, une figure clé de l'industrie japonaise, Masaya Nakamura. Le futur fondateur de Namco. Lui-même. Il lance d'ailleurs un appel à l'unité de l'industrie japonaise pour être encore plus forte et continuer à innover. Le message est clair, le Japon est là et bien là. Quel panorama !
Ce mois de février 1979, c'est vraiment un concentré de tout ce qui agite l'industrie de l'arcade à ce moment-là, Oui, si on essaye de résumer, on a une industrie qui est un peu coupée en deux, avec l'arrivée de ces nouvelles grosses salles d'arcade qui changent la donne pour les exploitants. qui doivent devenir de vrais gestionnaires. Voilà. On a la révolution technologique du solid state, c'est génial, ça ouvre plein de possibilités, mais ça amène aussi des problèmes de fiabilité, de formation, de coûts. Et des débats passionnés. Tout à fait. On a des exploitants qui sont sous pression de tous les côtés, financièrement, légalement, fiscalement. Et pendant ce temps, Ça innove à fond dans les jeux. exactement, une créativité folle chez les fabricants, avec des jeux toujours plus sophistiqués, parfois démesurés, comme l'Hercule d'Atari, et une concurrence internationale, notamment japonaise, qui devient de plus en plus forte. Une période de transition vraiment palpitante mais stressante aussi, j'imagine. Oui, bouillonnante, où tout semble possible, le meilleur comme le pire. Et ça nous laisse avec une question intéressante, peut-être pour conclure. Ah oui. Cette tension qu'on a vue tout au long de notre discussion. D'un côté, les fabricants qui doivent standardiser pour produire en masse ces nouvelles machines électroniques, avec des cartes complexes, etc. Oui, la production de masse, les économies d'échelle. Et de l'autre côté, l'exploitant. Lui, il a besoin de quoi? De machines qui sortent du lot pour attirer les joueurs, de machines uniques si possible, et surtout, de machines fiables pour gagner sa vie. Oui, c'est un besoin vital pour lui. Alors, comment cette tension entre standardisation et besoin d'unicité, de fiabilité, va se résoudre? Est-ce qu'on va voir apparaître des sortes de kits de modification officiels autorisés par les fabricants pour personnaliser un peu les jeux? Ou est-ce que les exploitants vont rester un peu coincés, pris entre les limites des garanties, la complexité technique qui les dépasse parfois, et puis l'urgence de rentabiliser leur matériel le plus vite possible avant qu'il soit démodé? C'est tout le dilemme, effectivement. Une industrie en pleine mutation. L'avenir nous le dira, ou peut-être les prochains numéros de Plémitaire.